Mesdames et vous tous, messieurs, bienvenue au Blédard Podcast, votre plateforme qui fait l'écho vibrant des voix qui sculptent l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'ainsi honneur de recevoir une personnalité hors du commun, un maître de l'orchestration culturelle et entrepreneuriale, une étoile qui trace sa propre constellation dans l'univers de la culture et de l'entrepreneuriat. Dans un monde où la musique et l'art sont les langues de l'âme, notre invité est un maestro, orchestrant avec brio les symphonies de l'identité tchadienne, voire africaine. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts à plonger dans le récit fascinant d'un visionnaire, d'un bâtisseur d'empire, d'un pionnier qui redéfinit les contours du possible, Kande Nodjin Jeteng. Président de Homeland Empire, architecte de la marque iconique Ambition, Kande, comme on s'est habitué à l'appeler, est le gardien des rêves de nombreux artistes, le stratège des scènes qui réunissent talent et aspiration sous le ciel du Tchad et au-delà. Au fil du temps, il devient de plus en plus le catalyseur des talents bruts transformés en légendes. Sa feuille de route est un parchemin d'or témoignant d'une quête inlassable de l'excellence, d'un engagement sans faille pour propulser la scène culturelle tchadienne et africaine vers des sommets inexplorés. Avec une philosophie qui s'articule autour du proverbe « Parler est un besoin, écouter est un art », il incarne la voie de l'innovation et la sagesse de l'écoute active, faisant de lui non seulement un leader, mais un véritable oracle dans l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, assis avec nous, Kande Nodjin Jeteng n'est pas juste un invité, il est un phare d'espoir, une source inépuisable d'inspiration, prêt à dévoiler les secrets de son alchimie réussie entre art, musique et business. Dans cet échange, nous plongerons au cœur de sa vision, explorerons les profondeurs de son empire et dévoilerons les perspectives d'avenir pour lui et pour le secteur culturel qu'il contribue à révolutionner. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs, car nous sommes sur le point de décoller pour un voyage épique à la découverte de l'un des esprits les plus lumineux et les plus influents du Tchad et du continent africain. Bonjour, cher Kande, et bienvenue sur Blédard Podcast. Bonjour, merci beaucoup. Ok, nous allons sans plus tarder entamer notre discussion, notre conversation. Et tout naturellement, on va commencer par qui tu es. Ouais. Donc, peux-tu nous dire qui tu es en tant que personne et essayer de nous parler un peu de ton parcours d'abord académique. Ensuite, on va aller sur le plan professionnel et puis ainsi de suite. Donc, qui est Kande? Ok, Kande, c'est un jeune entrepreneur et manager dans les secteurs de la musique et de la mode. En parlant de parcours académique, j'ai un niveau Bac+2 en sciences économiques. J'ai dû suspendre un peu très tôt les études parce qu'il fallait que je travaille pour pouvoir payer mon loyer et puis assurer les charges. Mais je continue au fur et à mesure à me former et à m'auto-former. Et aujourd'hui, je suis pleinement dans la musique. Donc, j'ai un label qui dirige et qui travaille avec des artistes tchadiens essentiellement et ceux de la nouvelle génération. Voilà à peu près qui est Kandé. Ok, d'accord. Donc, comment on bascule des études de sciences économiques à patron d'un label? C'est quoi la transition? Bon, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Depuis que je suis petit, je suis à fond dans la musique, hein. La musique, c'est ma passion. Donc, même que ce soit à l'école primaire ou au lycée, j'étais déjà à fond dans la musique. Mais quand je suis arrivé, parce que moi, je suis né en France, je suis reparti au Tchad parce que mes parents sont tchadiens. Et je suis revenu en France en 2009 pour mes études. Mais très rapidement, je me suis confronté à des difficultés financières. Donc forcément, j'allais à l'école et puis à côté, je travaillais. Mais à la longue, c'était compliqué. Mais c'est vrai que, bon, indirectement, les sciences économiques aujourd'hui m'aident beaucoup dans la musique parce que même quand je rencontre des personnes, quand je vais voir des partenaires, quand je parle de sponsoring, par exemple, ça se ressent. Il y a ce côté, on va dire, financier ou économique qui est présent. Donc, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de chemin, mais je pense que c'est un parcours atypique qui est lié à moi-même. Et puis, je pense que c'est au final une très bonne chose que j'ai fait des études de sciences économiques. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans ce que je fais dans la musique. D'accord. Et donc, ça veut dire que là, il y a des compétences quand on dit sciences économiques et puis sur ton parcours, on a voir l'expérience en vente. Absolument. Peu. Absolument. Et tout ça. C'est ça. C'est ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as cette énorme capacité à vendre tes artistes, de sorte que quand on écoute que quelqu'un a signé chez toi, on s'attend automatiquement à voir cette personne partout,
un peu devant nous essentiellement. C'est Pour ça, on n'a pas besoin de faire des efforts c'est ça, spéciaux avant de pouvoir découvrir ces artistes-là. c'est ça. Et, et donc, ces compétences-là, se sont traduites excellemment dans ton domaine où tu exerces actuellement. Mm. Mais comme tu le dis, le domaine où tu es actuellement, je ne sais pas si je dois te décrire comme un patron de label, donc producteur, manager, où tu fais tout essentiellement dans Non, ton c'est entrepreneuriat vrai de la musique. qu'avant, j'étais beaucoup plus considéré comme un producteur. Donc ça, c'est, je vais dire, entre 2017 et 2022. Mais en avril 2022, j'ai créé un festival qui s'appelle Festival New School Power qui met en avant les artistes de la nouvelle génération au Tchad. Et c'est vrai que ce côté promoteur ou directeur de festival est en train de prendre le dessus. Et c'est d'ailleurs par rapport à ça que je suis aujourd'hui sur Paris et je me retrouve dans ton émission. C'est parce qu'il y a un programme qui est initié par l'Institut français en collaboration avec le Festival Babel de Marseille, qui a donc réuni des entrepreneurs culturels africains, on va dire à bon, pas fort potentiel, mais avec un potentiel assez, Si, quand même. on va dire passable, un potentiel passable, on va dire ça. Donc, avant, j'étais beaucoup plus considéré comme un producteur, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'appellation entrepreneur culturel parce que, qu'on le veuille ou non, au Tchad, quand on est dans la musique, on se retrouve quelque part à un peu tout faire. Hmm. Et en parlant justement d'entrepreneuriat, la plupart de ceux qui connaissent Kandé ont découvert, je pense, avec Ambition. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Et donc, j'aimerais que tu puisses un peu nous expliquer un peu comment ce parcours est arrivé parce que il y a le jeune Kandé qui est dans le milieu de la musique, mais Ouais, pas que. Il y a ouais. le rappeur dont on ne parle pas, dont on ne parle pas assez. Mais il y a cet élément-là qui est un peu resté tout le temps. C'est vrai, Donc, il y a le rappeur, ensuite il y a Ambition, aujourd'hui il y a Homeland. c'est vrai. Mais entre-temps, comment est-ce que le cheminement a été fait? Est-ce que c'est juste le rappeur qui est devenu un chef d'entreprise et puis voilà, qui est revenu un peu à la musique ou tout a été finalement connecté? Bon, je pense que là, on est dans une émission qui a quand même une certaine audience. Donc moi, quand j'arrive dans les émissions, je souhaiterais que le côté rappeur ne soit pas énuméré. Donc pour ceux qui savent, tant mieux. Ceux qui ne savent pas ce côté, on va laisser ça comme ça. Maintenant, le côté ambition, c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup propulsé, essentiellement au Tchad. J'ai eu vraiment un gros public parce que je pense que c'était nouveau et beaucoup de personnes ont apprécié le concept. Mais la mode et la musique, pour moi, sont liées. Donc, pour moi, c'était d'avoir une marque de vêtements urbaine, parce que je suis beaucoup plus dans le hip-hop et le rap. Et au fur et à mesure que j'avançais avec la marque de vêtements, en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est intéressant, mais la marque de vêtements n'a pas forcément une vision à long terme et une portée colossale. On peut vendre des habits tous les jours, donc on a de l'argent sur soi tous les jours, mais à long terme, généralement, ce qui se dit, c'est que dans la mode, une marque tient entre 3 et 5 ans. C'est vraiment très compliqué pour une marque d'aller au-delà. C'est rare, c'est vraiment très rare. Et donc c'est pour ça aussi, et vu que le terrain de la musique au Tchad, et je peux le dire encore vierge aujourd'hui, j'ai très rapidement décidé qu'il fallait travailler avec les jeunes artistes, les former, les coacher et puis donner peut-être l'expérience que j'ai un peu emmagasinée ici en France. C'est D'accord. pour ça que j'ai basculé. Ça veut dire que tu as laissé tomber Ambition pour te concentrer sur Homeland, c'est Pas ça? laisser tomber, mais j'ai suspendu, on va dire ça comme ça. Ok, On va d'accord. dire ça comme ça. Ok, bah, moi qui espérais que ça allait revenir. Mais pratiquement, Ambition, c'était quand même un boost qui était incroyable en termes de, dans le milieu de la mode Mm, urbaine, mm, dans cet aspect-là. mm. On a quand même des créateurs un peu, mais c'est plus classique, un peu des prêt-à-porter, des trucs de style africain et C'est tout. ça, c'est ça. Mais un peu ce style ou cette marque Urbain, qui est un peu dans le... la meilleure traduction essentiellement, mm, c'est vraiment la meilleure combinaison, on va dire, où la marque urbaine et en général les rappeurs ou toutes les personnes qui, en tout cas, évoluent dans le milieu du hip-hop c'est ça. sont tout naturellement un peu. Donc la Mm. transition s'est faite tout naturellement. Plus Maintenant, facilement, oui, c'est vrai. mais maintenant que tu fais la transition, Mm. pourquoi Homeland? Déjà, pourquoi en anglais? Pas comme, pourquoi c'est pas comme d'habitude au Tchad, Ben, en fait, Sao, je sais pas, bon, déjà, le nom de la marque de vêtements, c'est Ambition, ou bien Ambition en anglais. Mhm. Et donc, moi, je ne suis pas forcément dans les appellations standards et classiques, où on va dire genre 2, 3, 5, ou bien Sao, ou bien bleu, jaune, rouge. Mais c'est vraiment d'apporter
une dimension, on va dire, un peu plus énorme, un peu plus large. Et homeland, pourquoi? Homeland, ça veut tout simplement dire patrie. Et dans la musique, moi, je me suis dit qu'il fallait que, ensemble avec les artistes qui sont là-bas, Mhm. on puisse former un bloc Mhm. comme une patrie et former un empire derrière. C'est pour ça que le nom, c'est Homeland Empire. Mhm. On peut dire que ça veut rien dire des fois, mais c'est vraiment une juxtaposition de deux mots. Et Homeland, quand on l'écoute, c'est vrai que ça sonne, ça fait quelque chose, Mhm. plutôt que Sao ou 2, 3, 5. Quand on Mhm. entend Homeland, Ouais, on sent que c'est quelque chose de colossal et d'énorme, d'accord. tout simplement. Et moi, quand j'ai entendu Homeland, la première fois, je pensais à Homeland Security. Ce qui est... Ah! Donc, il y a cet élément-là. Ouais. Et puis après, j'ai vu les personnes que tu as signées au départ. Hmm. Et je pense que aussi longtemps que tu seras dans le milieu culturel, tu seras associé à C'est OBJ. vrai, je suis d'accord. C'est un peu ça qui Ça est... On ne peut continue pas jusqu'au... s'empêcher parce que il y a certains qui avaient la possibilité de voir OBJ avant que tu ne le signes. Hmm. Donc, depuis qu'il était dans le secteur M, Hmm. et même quand il Tu a connais commencé, Secteur M? ben évidemment. Et d'ailleurs, Obi, c'est mon camarade de classe. On a fait la terminale C'est aussi vrai? ensemble. Ouais. Ok, ok. Oui, après, quand il a commencé à faire de la musique, Hmm. naturellement, j'ai eu la possibilité de regarder. Même quand il a commencé à faire ses premiers sons Ok, seul, ok. tu sais, je connais Mandawa Begato. Tu vois? Ça veut dire que ça fait longtemps Ok. que je suis et j'écoute Obidi. Mais après, il y a d'autres artistes que tu as signés. Si je te demande, c'est quoi la vision? Si tu dois résumer Homeland de façon brève, qu'est-ce que tu présenterais de Homeland? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que Je, c'est... voilà. je présenterais Homeland comme, comme une structure et on va dire une maison qui mise beaucoup sur la qualité artistique et la communication, plus l'image, pour mieux vendre la musique des artistes. C'est vraiment beaucoup insister sur la com et l'image. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont talentueux au Tchad, mais il n'y a pas de structuration et c'est compliqué de les vendre. Mhm. Mais moi, quand je signe un artiste, en tout cas, je m'efforce de travailler son image, sa communication, afin de le propulser. C'est très bien que tu puisses parler d'OBJ. Moi, quand j'ai signé OBJ, on est allé dans des endroits dans lesquels aucun rappeur tchadien n'est allé. On s'est retrouvé à la semaine de l'entrepreneuriat en plein Radisson Blu. Mhm. Ça, c'est un événement qui est incroyable, c'est Ouais. prestigieux. Il y a même des artistes qui ont 20 ans de carrière qui Mhm. n'ont jamais participé à des événements comme ça. Ouais. Mais on a tellement fait un travail colossal qu'on s'est retrouvé dans des endroits. Et moi, mon défi, mon challenge que je m'étais fixé au départ, c'était qu'un jour OBJ puisse prester devant le président de la République. Mhm. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, on n'a pas pu atteindre ce cap. Mhm. Mais en tout cas, il y a un travail qui est fait derrière et c'est vraiment beaucoup d'insister sur l'image et la communication de l'artiste. Parce que l'artiste est quelque part comme un produit Mhm. que l'on vend à un public. Et quand le produit, quelquefois, est mal emballé, bah, le client ne l'achète pas. Ok, d'accord. Ça veut dire que OBJ aujourd'hui, c'est plus le cas, mais Mm, tu as signé beaucoup de nouveaux artistes. mm. Et donc, si moi je suis un artiste Ouais. et que je considère, et que par exemple toi tu voudrais que je signe chez toi, Mm. quelles sont les propositions que tu fais aux artistes en termes d'accompagnement? Qu'est-ce que tu leur proposes concrètement pour booster? Parce que là, il y a beaucoup de choses. Nous, quand on n'est pas dans le label, on voit effectivement des De concerts, loin. des activités, C'est ainsi de ça. suite. C'est Mais ça. au quotidien, qu'est-ce que tu proposes à un artiste que tu veux signer? Bah déjà, il y a un plan d'action qui est établi sur un an. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et puis ensuite, dans le contrat, il y a des clauses que l'artiste se doit de respecter. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, Non, mais évidemment. c'est ne pas se promener n'importe où et n'importe comment. C'est rester au maximum à la maison ou être en studio. Et puis ne pas collaborer sans l'accord du label. Ne pas aller à une émission sans l'accord du label. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Après, là, on va entrer en profondeur et je ne vais pas dévoiler là parce que je pense qu'il y a aussi la concurrence qui nous Ah ben, regarde et qui nous écoute. évidemment. Mais il y a un travail et un plan d'action qui est établi d'abord sur un an. Et puis, si ça convient à l'artiste, on fait le travail. Si ça ne convient pas à l'artiste, on arrête tout simplement de travailler. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que en termes d'accompagnement, aujourd'hui, il y a lorsque moi j'ai la possibilité quand même de voir certains contrats, pas les tiens, Hum, mais qui sont un peu dans ce domaine et hum. qui étrangement ressemblent à des contrats de sportifs aussi. C'est très similaire dans Hmm, la mesure où la gestion de l'image, c'est ça. l'accompagnement, les pourcentages que chaque partie Exact, prend. exact. Et donc,
Je sais que c'est très sensible pour un label, donc je ne veux pas poser des questions en détail. Mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais que la plupart des labels se donnent la peine de proposer des choses très détaillées pour qu'un artiste, quand il signe, il sait si je suis invité, voilà ce que je suis censé faire. Euh, je suis censé avoir accès à telle information. Ça veut dire peut-être qu'on me dit un cachet c'est 1 million, mon producteur, il doit avoir peut-être 30%, 40%, mon manager, il doit avoir un autre 10%. Et maintenant, ça veut dire que techniquement, si on me propose 1 million, moi je vais me retrouver peut-être avec 400 000, 300 000 et pas parce que le producteur, il dépense énormément, ce qui n'est pas Exact. souvent mis à la lumière. Mais essentiellement, c'est un investissement. Et le producteur, quand il investit, il est censé récupérer un peu son argent. C'est ça. Ce n'est pas de la charité. C'est Ce clair. C'est côté du business. business-là, est-ce que c'est une spécialité de Homeland Empire C'est tout à ou fait tu le penses cas. que la plupart des labels au Tchad proposent un peu ces contrats-là et puis ce genre d'accompagnement? Je ne sais pas comment fonctionnent les autres labels parce que honnêtement, je préfère ne pas aller chercher à savoir. Mais en tout cas, chez Homeland, si on a un deal de 100 francs CFA ou si on a un deal de 500 000 francs CFA ou un deal de 10 millions, l'artiste sait exactement combien il va toucher sur l'argent qui entre parce que tout est spécifié dans le contrat. D'accord. Donc c'est assez clair là-dessus, parce que c'est d'ailleurs même le point le plus important et le point le plus essentiel. Il y a beaucoup d'artistes et puis de producteurs qui ne travaillent plus parce qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté sur ces points et ça fait que on perd la confiance tout simplement. Donc tous mes artistes savent exactement quel est le montant et quel est le pourcentage qu'ils perçoivent sur chaque prestation. Ok, d'accord. Et en termes d'accompagnement, maintenant, toujours dans le cadre de ton label, Mm, en termes d'accompagnement artistique, mm. lorsque moi je vois des artistes d'un certain niveau, même Beyoncé par là, elle n'écrit pas ses chansons, par C'est exemple. vrai. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un Qui qui écrit écrit. la chanson, il y a quelqu'un d'autre qui arrange, Mm, et elle a une très belle voix. Et donc, essentiellement, c'est sa beauté et sa voix qui est ajoutée à un cocktail qui finalement est composé de beaucoup de personnes qu'on ne voit pas forcément, c'est ça. sauf quand on s'intéresse maintenant Exact. aux Comment détails, ça on voit fonctionne? sur les crédits qui a quoi, Qui et a puis voilà. composé, qui a écrit. Et Mm. donc, souvent, je suis choqué par cela. Et lorsque je vois, déjà ma première question c'est, est-ce que le label propose un peu des choses comme des gens qui peut-être n'ont pas envie d'être artistes en soi, mais qui aiment écrire et qui vont dire, écoute, je vais écrire une chanson, je propose au label, et puis peut-être que le texte il est bon, peut-être que le fond il est bon, et puis voilà, pour pouvoir permettre à un artiste peut-être d'avoir plus de substance, parce que la plupart de ces artistes ils sont jeunes. Mm. Si on leur demande d'écrire un texte profond, c'est plus compliqué. Et même si tu fais le show, ils l'ont dans le sang C'est essentiellement, ça, la c'est ça. plupart des tes gars que Mm, j'écoute. mm. Est-ce qu'il y a un accompagnement comme ça qui est un peu multiforme, un peu l'accompagnement en termes de quelqu'un qui écrit, un autre qui arrange, et puis en tout cas une équipe autour de l'artiste qui fait que lui peut se concentrer simplement peut-être sur son flow et juste au lieu de devoir réfléchir à tout. C'est très important. Ta question est super importante. Avant, ça ne se faisait pas. En tout cas, chez Homeland, on ne le faisait pas. Quand je travaillais avec OBG, parce que OBG, c'est un génie et il sait absolument tout faire. Donc, la seule chose, par exemple, que moi je faisais, c'était juste peut-être de relire et puis de corriger peut-être 2, 3 mots, c'est fini. Mais OBG en soi, lui, par exemple, n'a pas besoin de ça. Sur l'album Made in Africa que l'on vient de sortir de l'artiste GSB, j'ai fait appel à un ancien rappeur qui s'appelle Young Geeks. Okay. Et il a écrit en entier un titre qui s'appelle Nelson Mandela parce qu'il fallait entrer un peu dans les détails. C'est un morceau vraiment à thème. Donc on a fait appel à Young Geeks. Triciana a écrit également ses textes tout seul. J'ai juste peut-être à corriger. Pareil pour Vogue. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui au fur et à mesure, j'ai ajouté, mais tous les artistes n'ont pas forcément besoin de ça parce qu'il y en a qui le font très très naturellement. Moi, avant, je pouvais réveiller OBJ et lui dire d'écrire un texte en 15 minutes et il le faisait, par exemple. Ou Triciana, je peux lui dire de me faire un texte, je veux ça de demain, elle va le faire. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est essentiel, c'est important, mais tous les artistes n'ont pas forcément besoin de ça. D'accord. D'ailleurs, je peux témoigner que
Obi parce que c'était mon camarade et qu'il Ouais, était à l'école de Ngarman. ouais, Je suis convaincu que sa capacité d'écriture n'est pas à remettre en question. c'est Et clair. je pense que c'est le témoignage Hmm, de cet artiste-là spécialement hmm. qui est resté le plus longtemps. Complètement, Aujourd'hui, en termes d'écriture, c'est il vrai. y a même j'ai vu des critiques ou en tout cas des critiques d'autres artistes et la critique c'était qu'ils essayaient de faire du OBG alors qu'on a déjà un OBG. Et ça, et ça, au début, j'ai jamais pensé à cela jusqu'à ce que quelqu'un le mentionne. Et puis j'écoute et puis j'ai dit, mais Je te rends c'est compte vrai. que Et après, je sais que il a participé à l'écriture de certaines de ses chansons. Donc, beaucoup. ça se sent. Son style, il est tellement fort. Il faut vraiment le préciser. OBG a écrit des textes à la majorité des artistes de la nouvelle génération. On peut les citer, mais on va pas le faire. Mais ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est vrai qu'on est peut-être dans un milieu un peu ingrat et puis hypocrite et on ne veut pas le dire, mais il faut le reconnaître. OBG a écrit des textes à beaucoup d'artistes. Beaucoup. Ouais, c'est vrai que dans le milieu du rap spécialement, les ghostwriting, ça existe partout. Hmm, Maintenant, je pense que je suis de ceux qui pensent qu'il faut décomplexer les rappeurs, surtout. Parce que quelqu'un qui fait du R&B, hmm. il n'a jamais ce problème-là. On ne cherche pas à savoir C'est qui a vrai, écrit. c'est vrai, Et c'est d'ailleurs, vrai. j'ai vu une vidéo de Chris Brown qui disait effectivement, tu peux écrire la plus belle chanson, mais il n'y a personne qui la chantera comme moi. Donc, dans le milieu dans le milieu du chant, on va dire ça comme ça, c'est plus accepté. Mais les rappeurs, parce qu'il y a Ego Oui, Trip, il il y y a a un peu une identité exactement. plus présente. Exact, Et exact. donc, mais on a en même temps des Kanye qui n'hésitent pas à avoir 20 compositeurs dessus. Ça ne gêne Et personne ça le parce que convient. lui, Il ça lui sait, il permet connaît. de temps de se concentrer sur la production et C'est ça, de laisser exprimer son génie. c'est ça. Et donc, je trouve cela, il faut qu'on décomplexe un Hmm, peu nos artistes. complètement, Mais complètement. maintenant, est-ce que tu peux nous parler des artistes que tu as en ce moment, que tu as signé? J'ai vu une dernière signature, C'est ça. mais avant ça, il y a Gisby, il y a Il y a Triciana, Gisby, il y il a y a Vogue. Christiana Vogue, et Voilà. puis désormais Browning T, et puis il y a encore une autre artiste qui est là, mais je vais pas dire ici qui c'est, mais il faut juste savoir que le label est en pleine restructuration. Avant, je travaillais avec trois artistes. Maintenant, vu que le quatrième est arrivé et qu'il y aura la cinquième, c'est impossible pour moi de tout faire et de tout gérer. Donc, je suis maintenant en train de recruter des personnes qui vont m'aider à faire le travail. Donc là, il y a deux jeunes managers qui vont intégrer l'équipe, qui vont travailler avec Browning T, qui est la toute dernière signature, et puis avec Gisby. Mais pour parler globalement des artistes que j'ai, je dois d'abord être reconnaissant parce que tous ceux avec qui je travaille sont quand même quelque part des leaders dans leur domaine. Vogue est très très fort dans le rap. C'est vrai qu'on parle beaucoup de OBJ au Tchad, mais Vogue a aussi une particularité, c'est qu'il écrit bien, il a un style qui est vraiment unique à lui-même. Triciana a été la meilleure slameuse au Tchad en 2023, super intelligente, elle écrit avec une aisance remarquable. Gisby s'est fait connaître avec un titre qui s'appelle Agodé en 2019, qui a vraiment fait découvrir au grand public tchadien. Il est toujours là dans le game, entre guillemets. Et puis l'autre, la cinquième, qui va arriver bientôt, c'est une artiste qui n'est pas de la nouvelle génération, mais c'est une artiste confirmée qui s'est fait connaître depuis très longtemps et qui a déjà un nom qui est gravé dans la musique tchadienne. Donc vu qu'il y aura cinq artistes avec qui je vais travailler, les artistes Browning T et Gisby seront co-managés avec d'autres managers. Je cherche un autre manager pour Vogue. Et puis, je vais me consacrer pleinement sur le travail de Triciana et de la nouvelle artiste que je vais récupérer. D'accord. Voilà. Et donc, bah, on attend et je pense qu'avec l'expansion, on va voir comment le business, je veux dire l'entreprise Va Homeland se va porter. prendre forme. C'est Maintenant, ça. si toi-même tu gères les artistes, est-ce que ça va pas faire beaucoup si tu gères gérer l'entreprise avec les personnes, tout ce qui va comme obligation en tant que président d'un label et gérer directement les artistes, ça peut être quand même pénible. Est-ce que tu n'es pas inquiet que certains artistes peuvent estimer qu'ils sont moins accompagnés que d'autres? Voilà. Faut pas créer de compétition en interne pour dire qu'écoute, lui, il travaille directement avec, ou les deux dames d'ailleurs, elles travaillent directement avec le boss, donc elles ont plus de facilité. Nous, on est censé passer par un manager qui va maintenant reporter au boss. Est-ce que ça va pas? Non, 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 il y aura pas de ça. Mais c'est vrai, moi, je me suis très rapidement rendu compte que c'est un travail qui est épuisant, qui est usant, et c'est pour ça que j'ai fait appel à d'autres personnes. Là, aujourd'hui, je collabore avec
avec des multinationales, avec des institutions. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit qu'il fallait absolument recruter des personnes qui m'accompagneraient dans le travail. Je travaille avec une notaire qui est au Tchad qui s'appelle Sylvie Solal. Mais toi, tu es là et je pense que je vais aussi travailler avec toi bientôt. Pas de D'ailleurs, on a problème. déjà collaboré sur l'un de tes événements. Donc, au fur et à mesure, je comprends et je me rends compte, et puis c'est d'ailleurs essentiel de s'entourer, de travailler avec des personnes dans différents domaines d'activité. Donc moi, je pense que ça va aller. Je vais tester, je vais voir si je n'arrive pas, si je ne tiens pas, je vais recruter d'autres managers qui vont encore m'aider et qui vont m'épauler sur le management de Triciana et puis de celle qui va arriver. D'accord. Ouais. Maintenant, à part la signature de ces artistes et leur accompagnement, Mm, il y a l'aspect festival c'est que ça. je voudrais évoquer un peu. Mm, Festival New School Power, c'était la 3e c'est édition. ça, exact. Maintenant, il y a la prochaine édition que je suis sûr est déjà en cours de préparation avec, Tout à fait. avec un autre niveau parce que chaque fois que tu l'organises, tu atteins On essaye un de... autre palier. Mm. Est-ce que tu peux parler un peu de ce festival-là? Pourquoi tu as estimé que c'était important? Parce que là, essentiellement, pendant longtemps, même si tu parles d'une artiste confirmée, c'est un peu les jeunes avec lesquels tu travailles le plus. Et ce festival-là, il est plus orienté vers les jeunes. Est-ce qu'il C'est y a une vrai. raison à ce choix? Pourquoi ce festival? Pourquoi avoir choisi de travailler plus avec les jeunes et tout ça? C'est très simple parce que quand on parlait de musique tchadienne avant, c'est vrai que les noms qui ressortaient, c'est Afrotronix, Mondoué ou bien Feu Gazonga, Talino Manu, Diego, enfin le groupe Eurostar, tout ce qui va avec. On parlait très peu et très rarement des jeunes artistes. Et moi, quand je suis arrivé dans le showbiz, quand j'ai commencé à travailler avec OBG, c'est vrai qu'on a atteint un certain niveau, mais quelque part, il était le seul. C'était vraiment le seul de la nouvelle génération à aller dans des couloirs et dans des endroits. Et il y a beaucoup de jeunes qui me sollicitaient pour demander de la production. Et moi, vu que je n'avais pas les moyens financiers, je me suis dit que le seul moyen de pouvoir ouvrir la porte à ces jeunes, c'était de mettre en place un festival qui allait avoir lieu une fois par an. C'est pour ça que ce festival est né. Donc New School, c'est le festival qui réunit les jeunes artistes, la nouvelle génération. Maintenant, au fur et à mesure qu'on a développé le festival, là, on a fait notre 3e édition sous le thème intelligence artificielle et musique business. D'ailleurs, ce qu'on a obligé pour ce festival, c'est que chaque artiste qui postule se doit d'avoir un manager. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Même les artistes qui avaient 20 ans de carrière au Tchad n'avaient pas de manager des fois. On est déjà arrivé à un certain niveau de professionnalisation des artistes. Mais maintenant, c'est le temps de revenir à la base. Et la base de tout ça, c'est la musique, c'est la création. Le rap est né dans les années 70 et c'est arrivé ensuite en France dans les années... Bref, on a connu le rap français, le rap américain. Le rap ivoire, on le connaît. On connaît le rap camer, on connaît le rap sénégalais. Mais il n'y a pas vraiment de rap tchadien. On n'a aucune identité artistique. Et donc là, pour la 4e édition qui va avoir lieu en janvier, on va entrer en résidence en septembre avec des beatmakers, donc des compositeurs, avec des rappeurs. On va intégrer quelques chanteurs, quelques griots. On va ramener aussi des personnes d'un certain âge qui pourront nous aider, nous accompagner à ce qu'on puisse créer le rap tchadien. Donc en septembre, on a un très très gros challenge. C'est le plus gros challenge d'ailleurs auquel moi je serai confronté parce qu'on va réunir beaucoup de personnes. On sera caserné pendant 1 mois et demi en dehors de la ville pour créer le rap tchadien, entre guillemets. Donc ça, c'est le prochain challenge qui arrive au mois de septembre 2024. Bah, comme d'habitude, je sais que tu vas relever ce challenge avec brio. Merci. Dis-moi, est-ce que le défi, tu as dit que c'est de créer le rap tchadien d'une certaine façon. Est-ce que c'est synonyme de créer un son tchadien? Parce qu'aujourd'hui, si on dit couper décalé au rap ivoire, il y a un style qui est tellement clair, on dit Maïmouna et consort. C'est ça. Mais pas que un, mais des sons tchadiens. Exact. Et maintenant, essayer de un peu garder certains au labo. Parce que si ça sort en même temps, il y a un peu une dispersion. Je suis d'accord. Et donc, d'avoir des sons que tu garderas et que tu vas séquencer sur plusieurs années peut-être pour que voilà, peut-être que c'est le Psy hip-hop ou un truc qui va sortir. Après, il y a
un peu comme Afrotonix a fait, ou Sultan avec Kidi Goran. Ouais, Et donc, essayer de de mixer tout ça développer, c'est ça. et séquencer sur plusieurs années peut-être pour qu'il y ait des vagues, il y ait des tendances qui vont venir et qui peuvent se remplacer. Et ainsi de suite. L'essentiel, c'est d'abord de réunir les artistes. Hein, c'est la base. Je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent aussi proposer des choses, mais on ne leur a jamais donné l'opportunité de s'exprimer, que ce soit oralement ou bien d'un point de vue artistique. Donc, on va se réunir. On va essayer beaucoup de choses. On avait déjà tenté quelque chose avec OBG à l'époque, un son qui s'appelle Dala Trap, Dans la trappe, oui. avec Papa Mujo Singamaji. D'accord. Donc ce sont des pistes, hein, ce sont des pistes, mais on va se caserner pendant 1 mois et demi et on veut créer vraiment l'identité, on veut créer le son rap tchadien qui pourra être mieux vendu. Parce que c'est vrai que nos artistes arrivent sur Trace, sur les grandes plateformes, mais quand on écoute, il n'y a pas de différenciation et c'est un problème pour nous, pour la vente de notre musique. D'accord. Il y a beaucoup d'artistes tels que Adama Victorine, Melody ou bien Matibé Geneviève qui font déjà une musique qui est vraiment unique, mais d'un point de vue rapologique, on n'a pas encore cette identité. Et puis là, on va la créer. Donc, on va intégrer beaucoup de personnes. On va intégrer les rappeurs de l'ancienne génération. On va intégrer vraiment pas mal de personnes pour qu'ensemble, on puisse créer le rap tchadien, entre guillemets. Ok. Et cette résidence, est-ce qu'elle est réservée aux artistes de ton label Ah ou non, c'est juste que c'est pas un projet du label, enfin, si, c'est le label, c'est le label qui mais porte c'est le un projet. projet qui est Qui séparé, est c'est pas forcément, tes artistes seront pas c'est pas forcément. forcément que mes artistes. D'accord, C'est porté par mon label, mais c'est un projet qui s'adresse en tout cas à tous les artistes, à la musique tchadienne. d'accord. Donc voilà, on va aller taper des portes, hein. On va aller au ministère de la Culture, on va aller à la présidence, on va chercher de partout parce que c'est quand même quelque chose qui est unique. Et j'ai commencé à faire des démarches avec l'UNESCO pour pouvoir inscrire en tout cas le résultat dans tout ce qui est patrimoine. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose de colossal qu'on est en train de préparer. Et vu que je suis à Paris, je vais en profiter pour voir différents partenaires, pour voir s'ils peuvent accompagner ça parce que c'est beaucoup de fonds. Ouais, ouais, je comprends. Maintenant, pour revenir au festival New School Power, il y a une évolution. Est-ce que, effectivement, je suppose qu'à la prochaine édition, euh, l'un des, l'un des sons qui sortira de la résidence, peut-être sera présenté peut-être avant ou pendant le festival. C'est ça. Mais est-ce que tu as comme vision de faire venir des artistes étrangers jeunes? Parce qu'aujourd'hui, quand je vais voir le rap ivoire spécialement, il y a des jeunes qui n'ont pas de visibilité, qui ne sont pas à la télé, qui ne sont pas sur des plateformes Mm, avec beaucoup d'audience, mm. mais qui, quand on les écoute, ils sont très Ils sont forts en fait. incroyables, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est dans le plan du festival de faire venir un peu des artistes non tchadiens au festival New School Power, non seulement pour leur donner la force, parce que pour la plupart, s'ils sont jeunes, c'est peut-être leur premier voyage C'est international pour vrai, un festival. c'est vrai. Déjà, ça veut dire que et ça permettra que ça, quand ils repartent avec quelque chose du Tchad, une expérience tchadienne de la musique ou du hip-hop, mais aussi ça mettra un peu un challenge un peu tôt aux jeunes artistes tchadiens qui voient un peu Comment ça des se passe artistes de leur ailleurs? niveau, de leur âge, comment ils sont, en fait, C'est comment ils vrai, mettent en valeur leur identité, quel est le style, pourquoi, peut-être qu'ils ont plus de flow ou un flow différent, c'est ou vrai. peut-être, voilà, un peu essayer de mixer ce qu'il y a quelque part dans la vision, la possibilité de faire venir des artistes étrangers jeunes Mm. qui puissent un peu profiter de l'expérience de partage et aussi apporter quelque chose d'international au festival. L'idée de base, c'était plus de donner de la force aux artistes tchadiens ou aux artistes qui sont basés au Tchad. Mais l'idée de faire venir des artistes d'ailleurs, on le fera qu'à partir de la 5e ou de la 6e édition. D'accord. Quand on estimera que le festival sera vraiment mature, à ce moment-là, on va le faire. Là, pour la 3e édition, on a ramené 2 formateurs de l'étranger, l'un du Cameroun et l'autre du Bénin, qui ont formé en réalisation vidéo et en photographie. Mais peut-être qu'on pensera à un artiste camerounais ou ivoirien ou même français hein, plus tard, peut-être à la 5e ou à la 6e édition, mais pas pour la 4e édition. D'accord. Ok, d'accord, je comprends. Parce qu'au niveau logistique, c'est quand même colossal, hein. Il faut bien loger l'artiste, il faut qu'il s'alimente bien, il faut le déplacer, il y a beaucoup de choses. Donc, à la 5e ou à la 6e édition, on le fera, mais pas à la 4e. D'accord. Mm. Voilà.
Je suppose que les jeunes artistes sont prêts à plus souffrir que les artistes déjà établis. Donc, les coûts, peut-être, ils ne seront pas aussi colossaux C'est que vrai, si c'est un artiste déjà confirmé. établi. Pour parler un peu plus généralement du showbiz, Oui, tchadien, on va dire ça comme ça. oui. Aujourd'hui, c'est devenu indéniable que tu es l'un des visages du showbiz, si ce n'est le visage le plus brillant du showbiz tchadien. Donc, ma première question, c'est, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'on entend par showbiz? Souvent, c'est un langage qu'on utilise, c'est récurrent. Euh, j'ai ma petite idée, j'ai mes petites objections par rapport à ce terme lorsqu'on l'utilise dans différentes conversations. Mais est-ce que tu peux déjà expliquer c'est quoi le showbiz et dire si ça existe un showbiz tchadien? Je pense que le show tchadien existe, mais le biz n'existe pas encore. Ça, c'est mon point de vue. Donc, le showbiz, c'est show, c'est montrer, se faire voir, montrer ses artistes ou bien se montrer soi-même. Et puis, le biz derrière, c'est le fait de faire des affaires et de générer de l'argent. Mais je pense que le biz n'existe pas vraiment encore. Mais il y a quelques personnes, en tout cas, qui s'en sortent. Il y a des personnes qui sont au cœur même du showbiz et qui ne font pas de bruit et qui génèrent beaucoup d'argent. Donc, si moi je dois parler de showbiz aujourd'hui, moi, il y a des noms qui arrivent hein, systématiquement. Il y a Afrotronics, il y a Mandoué qui sont deux artistes qui génèrent extrêmement de l'argent. Mhm. Et les gens n'ont même pas idée de la thune que ces personnes se font. Après, au niveau des producteurs ou des managers, ce n'est pas encore le cas. Mais moi, je tiens à saluer particulièrement un manager, il s'appelle Yannick Drick, Mhm. qui lui est carrément au cœur du showbiz, Ok. mais qui ne fait pas trop de bruit. Mhm. Mais d'un point de vue global, je pense qu'on est vraiment en retard. Les gens ne savent pas faire des affaires, comment faire des deals. Ça n'existe pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur la formation Mhm. au festival New School Power. Voilà. On met trop les organes Mhm. sur des choses qu'on peut régler facilement. Mhm. Donc moi, quand j'arrive quelque part, je préfère voir, OK, qu'est-ce que je peux faire pour mes artistes, comment générer de l'argent, comment dealer avec un partenaire, qu'est-ce que je peux apporter à mon partenaire pour que, inversement, mon partenaire puisse m'apporter de l'argent. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là d'un point de vue global. En termes de rapport qu'il y a avec les partenaires, quand j'échange avec certains acteurs, j'écoute souvent les plaintes de certains comme quoi les partenaires ne veulent pas soutenir. Il y a plein de personnes qui estiment que des entreprises sont censées soutenir et que ces entreprises ne font pas ce geste-là. Hmm. J'entends pas assez ce que l'entreprise gagne en venant. C'est comme si on demandait un peu En la fait, charité. ils pensent que c'est de la charité. Et c'est pour ça que je dis que le showbiz n'existe pas réellement. Parce que qu'est-ce que l'entreprise a à gagner en sponsorisant un événement si elle ne gagne pas en retour, ne serait-ce qu'en termes de visibilité. Donc, on n'est pas suffisamment éduqué d'un point de vue business et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'il y a des personnes qui sont dans ces entreprises-là qui ne connaissent pas aussi quelque part le travail. Donc là, je pense que la responsabilité, elle est quand même partagée, je pense. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de la responsabilité entre les artistes et tout ce qui entoure donc les labels et la production de musique de façon générale, tous ceux qui sont impliqués là-bas et le public? Il y a souvent comme une guerre entre certains artistes, je vais dire certains pour ne pas généraliser, Hmm. qui estiment qu'ils ne sont pas assez soutenus par le public et le public qui estime que la qualité de ce que certains proposent, ils ne sont pas juste satisfaits. Je suis de ceux qui pensent que euh, le public, il aime ce qu'il aime. On ne lui dit pas quoi aimer, on ne lui dit pas quoi faire. On peut faire. Il y a des sons, quand on écoute et qu'on analyse objectivement, on se demande mais pourquoi ça marche. Mais le public aime ce qu'il aime. Et j'ai comme l'impression que certaines personnes dans le milieu culturel ou artistique ne captent pas que, oui, on peut mettre beaucoup de moyens, faire la meilleure production possible, avoir le son qu'il faut et tout. Et malgré tout, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais,
Il y a des sons qui sont faits, tout le monde qui est impliqué, qui connaît la musique va aimer, Mais le mais public c'est ne la va pas. minorité quand même. Le public au large C'est autre chose. n'apprécie pas. Quelle est ta lecture de ce rapport un peu... parfois, il y a une symbiose et ça marche bien. Quand on voit K2 va dire Cousin Azabitei, tout le monde va sauter. Quand Ligue était venu avec Dieu ne dort pas. J'allais te parler des c'est- deux artistes. Donc, il y a ça qui arrive. Et puis, on a l'impression que ça vient, ça part. Et puis voilà. Quelle est ta lecture de ce rapport qu'il y a entre le public et ses artistes? Déjà, la première lecture que je fais, c'est que je ne blâme pas le public. Parce que le public consomme ce qu'il aime et, entre guillemets, quand c'est bon, le public, il va adopter le son. K2 et Liggy sont des parfaits exemples. Liggy a frappé fort avec Dieu ne dort pas et sincèrement, ce que Liggy a fait, c'était incroyable. K2 est arrivé aussi avec son titre Aïen, c'était aussi exceptionnel. Maintenant, on a quelque part un problème dans la continuité au Tchad. C'est-à-dire que quand le succès arrive, on a un peu du mal à faire perdurer le succès. Et ça, c'est un point sur lequel nous, les acteurs culturels, on doit travailler avec nos artistes. Mais, Eric, le public, quelque part, le public est un peu, on va dire, est-ce que ingrat est le mot? Non. Capricieux, peut-être. Capricieux quelque part. Parce que le public peut te soutenir aujourd'hui à 200% et puis le lendemain complètement se retourner. Et puis, donc, c'est pour ça aussi que quelque part, nous, les équipes, on a du travail. C'est-à-dire que quand il y a le succès, en fait, je pense qu'on n'est même pas préparé au succès. C'est ça le véritable problème. On fait des sons, on a nos stratégies pour faire fonctionner, mais on n'est pas préparé au succès. Comment se comporter quand le succès va arriver? Je pense qu'on n'est pas du tout préparé. Nos artistes ne sont pas préparés au succès. Dès qu'il y a l'argent qui arrive, systématiquement un changement de comportement. Et je pense que ça aussi, c'est un point sur lequel on doit travailler. D'accord. Ça, c'est mon analyse. Est-ce que un meilleur système de promotion aiderait dans cette direction? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans la musique, eux, ils s'en fichent de la production, eux, ils s'en fichent de tout ce qu'il y a derrière, mais eux, ils prennent des sons et ils savent les vendre. S'ils ont des équipes qui peuvent aller, s'il faut faire le tour des boîtes de nuit et des bars, s'il faut aller dans toutes les radios, mais avoir une entreprise qui est spécialisée que dans la promotion, que ce soit digital, donc réseau, donc Spotify, YouTube et tout ça, pour faire la promotion, donc avec laquelle toi, tu peux avoir un contrat pour dire, écoutez, j'ai pas le temps je produis, et puis je m'assure que tout est bien dispatché, mais je peux pas gérer ça. Au lieu de gérer la promotion, je confie à une agence qui va s'occuper que de la promotion avec une stratégie, un budget. Est-ce que la promotion aiderait une entreprise, par exemple, qui se spécialise dans ça, aiderait à résoudre ce problème? Oui, complètement, parce que c'est un point qui est assez négligé quand même quelque part. On peut mettre peut-être des moyens sur le son et la vidéo, mais derrière, il n'y a pas de promotion et du coup, ça n'aide pas. Si on prend le cas de K2, ce qui a vraiment fait décoller son titre, c'est TikTok. TikTok aujourd'hui, c'est le meilleur allié des artistes et des producteurs. Parce que quelque part, c'est gratuit, on a juste besoin de la connexion Internet. Et maintenant, si on s'amuse encore à sponsoriser un peu les vidéos, ça prend très rapidement. L'algorithme facilite en tout cas la promotion. Mais si une agence de com spécialisée accompagnait les structures et les artistes, je pense que le succès serait encore plus présent. Ouais. D'accord, mais maintenant, ça veut dire donc que pour ceux qui veulent s'injecter dans le showbiz, c'est peut-être là où on a beaucoup de productions, on a des labels qui font déjà un travail de bonne qualité. On a un public qui attend et qui n'a pas forcément accès et qui n'a pas toujours les bonnes stratégies. Donc, ça fait partie des opportunités qui existent dans le showbiz. Absolument. Est-ce que tu peux identifier d'autres niches ou d'autres secteurs en termes d'opportunités dans le business, que ce soit de la perspective des labels ou d'autres personnes qui ont la possibilité de rentrer, mais qui dans le showbiz, mais qui peut-être n'entrent pas dans le bon angle, parce que si tu n'as pas d'artiste et que même si tu as des millions, tu peux décider de construire un studio, mais tu ne connais pas les codes du milieu. Ça ne te sert à rien d'acheter le matos, alors que c'est peut-être que tu peux recruter 2-3 personnes en com qui peuvent monter une agence et puis ainsi de suite. Est-ce que tu peux identifier des niches sans te faire de la compétition?
des niches et des opportunités qui pourraient exister dans le showbiz pour des personnes éventuellement intéressées par ce secteur? Non, il y en a beaucoup parce que en fait, il y en a énormément et je pense qu'on n'a pas assez de temps pour parler de tout ça. Mais il y a un secteur qui est pas suffisamment exploité, c'est le live, c'est-à-dire les concerts. Il y a par exemple des artistes qui sont des artistes à festival ou des artistes à concert. Ils n'ont pas forcément besoin de sortir de la musique tout le temps, mais dès qu'ils arrivent sur scène, c'est un carton. Ça, c'est une opportunité d'affaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut investir dans la musique peut avoir voilà, son engin et puis deux, trois éléments afin de faire tourner les artistes au Tchad. Et il y a un gros public dans les provinces. Et ça, c'est quelque chose que l'on néglige. La majorité des artistes tchadiens sont très focalisés sur la capitale, sur N'Djamena. Mais il y a des provinces, il y a les villages que l'on peut exploiter et il y a de l'argent à prendre là-bas. Ça, c'est par exemple un exemple là, je te réponds là tout de suite du tac au tac. Il y a un autre marché à l'extérieur. Il y a des directeurs de festivals étrangers qui ont besoin aussi de la rareté et qui ne trouvent pas. Mais ça, les gens ne le savent pas. Donc, je ne vais pas forcément dévoiler ça parce que là, j'ai placé deux de mes artistes sur des événements qui vont avoir lieu à l'étranger. Et puis, il y a aussi le digital. On n'exploite pas assez le digital. Moi, ça fait des années que je parle du streaming, du digital. Moi, ça m'a permis euh, de contacter, d'entrer en contact avec l'équipe de RFI, juste parce qu'on était trop présent sur les plateformes de streaming. Le son de OBG, par exemple, est entré en radio, ça nous a généré de l'argent, tu vois, et puis le public, et puis même les acteurs du showbiz ne le savent même pas. Et le dernier point, moi, je vais insister un peu sur l'éducation. Les producteurs et les managers ne se forment pas assez, et je trouve que c'est vraiment dommage. Asalfo disait, quand il y a une application qui est créée, même les développeurs, à chaque fois, permettent de faire la mise à jour. La mise à jour. Et moi, quand il a dit ça, je me suis dit, mais en fait, il a totalement raison. Et nous, les acteurs du showbiz au Tchad, on ne veut pas se former et puis faire la mise à jour. Donc, il faut qu'on apprenne à se former. Et le dernier point, je vais quand même me faire de la com. Homeland Empire, c'est le meilleur partenaire dans la musique au Tchad. On est carré, on est professionnel. Une institution, un bailleur, un mécène, un investisseur, peu importe. Quand cette personne ou quand ces institutions veulent travailler dans la musique, nous, on est le partenaire idéal parce qu'on a des propositions claires avec des résultats clairs que l'on peut donner. Si on n'atteint pas les résultats qu'on a proposés, on s'arrange à rembourser ou on s'arrange en tout cas à indemniser. Mais Homeland Empire, c'est le partenaire idéal. Donc, big up à tous ceux qui veulent investir dans la musique. Homeland Empire, c'est votre partenaire idéal dans la musique au Tchad. D'accord. Et pour aller dans la même direction, euh, les apports de personnes qui sont censées avoir un rôle majeur dans le milieu du showbiz, et je parle essentiellement du ministère. Il n'y a personne, je n'ai jamais rencontré un acteur de la musique, de la culture de façon générale, qui a un retour positif de ce que le ministère aurait fait pour l'aider, pour l'accompagner. Voilà. Ces choses-là, on se demande en fait à quoi sert le ministère de la Culture si le ministère n'appuie pas la culture. C'est un peu comme si le ministère de Défense ne faisait rien, commandait pas des armes, ne faisait rien essentiellement. Je sais que tu as peut-être des projets, des choses que tu fais avec le ministère, peut-être que ça viendra, peut-être des choses en cours pour ne pas te mettre en mal avec le ministère. Je dis ça parce que moi, c'est un domaine qui m'intéresse et avec qui j'interagis de multiples manières, que ce soit avec certains artistes, avec certains producteurs, ainsi de suite. Et c'est dommage. Et c'est pas que dans le domaine de la musique, hein, il y a la peinture, il y a d'autres secteurs. C'est vrai. Et on a l'impression que le ministère, c'est vraiment une administration de l'État où les gens viennent faire ce qu'il y a à faire et puis qu'ils s'en vont et qu'il n'y a pas vraiment de passion pour ce secteur-là. Et donc, il n'y a pas d'investissement, ni humain, ni financier, ni technique pour accompagner les acteurs du milieu. Parce que si aujourd'hui on prenait, le ministère invitait un producteur de renommée internationale qui viendrait pour proposer des formations, ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Je suis d'accord. Parce que finalement, le showbiz n'a pas peut-être besoin que l'État injecte de l'argent.
mais que l'État forme et accompagne les acteurs pour qu'ils aillent chercher de l'argent ou facilite les contacts auprès de certains bailleurs et d'autres partenaires financiers peut-être ou techniques pour que ce secteur-là puisse décoller. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de vision du ministère, qu'il n'y a pas d'action majeure dans ce sens-là, et que voilà, c'est un peu dommage. J'étais dernièrement sur la télé nationale, sur l'ONAMA, sur le même plateau que le directeur de la culture, du ministère de la Culture. Et c'est vrai qu'on en a parlé. Quelque part, il faut aussi comprendre que le ministère de la Culture n'a pas forcément de gros budget. Quand on compare le budget de l'État, le budget annuel, le ministère de la Culture est complètement derrière. Donc, quelque part, ça découle aussi peut-être de la direction et puis de la vision de notre chef d'État. On va dire ça comme ça, premièrement. Mais moi, la réponse que j'avais donnée au directeur de la culture, c'est, même s'il n'y a pas d'apport financier, je pense que l'intérêt, accorder de l'importance à ce qui se fait, l'intérêt ou bien répondre, que ce soit positivement ou négativement, ou voilà, tout simplement dire que non, on ne peut pas accompagner l'événement, on ne peut pas accompagner l'initiative. Juste l'intérêt permettrait, en tout cas, aux acteurs de la culture, ouais, d'être quelque part un peu boosté. Et l'apport et puis l'accompagnement institutionnel est quelque part important. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus besoin de ça. Moi, personnellement, quand je viens envers le ministère, quelque part, je ne viens même pas pour de l'argent. Je viens pour que le ministère puisse accompagner institutionnellement. Comme ça, quand je vais aller déposer mes documents de gauche à droite, on verra que le ministère de la Culture est là et c'est tout. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc maintenant, quelque part, il faut aussi, je pense, savoir critiquer et puis savoir comment s'adresser. C'est vrai qu'il y a des personnes qui insultent, mais ce n'est pas en insultant que le militaire... Donc, voilà, il y a des manières, je pense, diplomatiques qu'il faut aussi adopter, mais on verra ce que ça va donner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre qui est assez jeune, qui est relativement jeune. On ne sait pas s'il va toujours être là l'année prochaine, mais moi, j'espère que le budget de notre ministère de tutelle sera augmenté afin que nous, les acteurs, puissions en bénéficier dans nos différentes initiatives. D'accord. Comme tu as déjà évoqué l'aspect accompagnement du ministère, et par expérience, c'est pas le ministère de la Culture, mais par expérience, lorsqu'on a un projet au Tchad spécialement, et qu'on cherche des partenaires étrangers, il n'y a rien de plus rassurant que de leur dire voici une lettre du ministère. Complètement. Même si c'est pour donner juste un mandat. Complètement. Une lettre suffit souvent largement pour débloquer plein d'entreprises, qu'elles soient locales ou même des partenaires étrangers. Et même les radios, ainsi de suite, dans le monde entier, lorsqu'on échange et que la personne veut venir dans un pays pour investir ou pour faire certaines activités, c'est rassurant de savoir que l'État est d'accord avec ce projet. Bien sûr. Et ça débloque beaucoup de choses. Donc, le ministère n'a pas besoin forcément de fonds et de budget, comme tu l'as dit. Maintenant, en général, peut-être parce que c'est un peu mon secteur de prédilection, j'ai tendance à ne pas faire confiance au bon vouloir des gens. Ça veut dire, lorsqu'on laisse le choix au président ou même au premier ministre ou au ministre de la Culture, parfois, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'objectivité dans les décisions. Okay. Et c'est dangereux. Okay. Ça veut dire que si Eric est ministre de la Culture, parce que j'aime ce milieu, j'aurais tendance à me déplacer dans les concerts, à faire ceci, et aller au stade, et ça crée un engouement. Je comprends. Maintenant, il suffit que quelqu'un quitte le gouvernement, une autre personne arrive, avec beaucoup de subjectivité, et la personne, peut-être que c'est un profil un peu très académique et qui estime que effectivement la culture c'est pas forcément se déplacer, c'est un milieu de jeunes. Je comprends. Et donc il y a cet élément là. C'est vrai. Et pour moi la meilleure réponse, statut des artistes. C'est la base. Il faut un texte de loi adopté et qui dit exactement qui mérite le titre artiste, qui mérite le titre promoteur culturel, qui apporte dans ce domaine-là et qu'est-ce que cela implique. Ça veut dire, si on dit un artiste, c'est quelqu'un qui a un album, par exemple, je prends le cas de musicien, quelqu'un qui a un album ou un son enregistré à l'organe du ministère en charge des droits d'auteur et tout, effectivement, quand on remplit ces conditions, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire tu es un artiste ou pas. C'est vrai. Si je vais au studio, j'enregistre, je sors le son sur toutes les plateformes, je dépose. Naturellement, je vais au ministère pour dire voici les preuves que j'ai rempli les conditions.
je veux une carte d'artiste et tout ça. Mm. Maintenant, qu'est-ce que ça implique de la part du ministère? Il suffit que le ministère inscrive, ou en tout cas le statut valide, par exemple, une exemption de taxes. Moi, j'ai toujours dit que c'est peut-être le meilleur cadeau qu'on peut faire aux acteurs de ce milieu. Quand on prend un billet d'avion, si on enlève toutes les charges qui vont avec, le billet, il n'est pas cher. On se retrouve presque à la moitié ou même encore plus bas que la moitié. Ça veut dire que chaque année, tu peux dans ton contrat dire, écoute, je propose 6, 7, 10 voyages à un artiste sur les frais du label même, sans les partenaires et sans les invitations, parce que les coûts vont baisser. Un voyage dans un pays va coûter 100 000 au lieu de 600 000, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ne serait-ce que cette inscription, c'est déjà un cadeau énorme qu'on peut faire à tous les acteurs du milieu. Et ça, pour moi, ça fait que même si le ministre, il change, même si le président, il change, le statut est là. Le statut, il est là et les artistes ont une base pour aller revendiquer. Quand ils vont aller acheter un billet et qu'on va leur donner des prix, ils vont dire non, moi, je suis un artiste, voici ma carte et voilà le prix que je suis censé payer. Bien sûr. Et ils peuvent se permettre de voyager et tout ça. Et ça donne un peu cet élément attirant, bling qu'on voit. Complètement. Et ça peut vraiment booster ce milieu-là. Donc, pour moi, je suis de ceux qui pensent que c'est la base, c'est vrai. En fait, en octobre 2021, à l'époque, c'était Pahimi qui était le Premier ministre de transition. Et il y avait un forum qui a eu lieu au Radisson, et le thème même, c'était le statut des artistes. Donc moi, j'ai été invité par Ricardo, et jusqu'aujourd'hui, en mars 2024, le statut des artistes n'a toujours pas été mis sur place. Et on ne sait pas pourquoi. Tu as dit qu'il est rédigé, mais pas adopté, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Ça fait longtemps que ça traîne, on ne sait toujours pas pourquoi. Donc c'est vrai que c'est la base. Hein. On aura beau tout faire, mais tant qu'il n'y aura pas de statut des artistes, c'est vrai qu'on tournera quelque part en rond, quoi. Je suis assez d'accord. En 2021, Ricardo, il était à l'IFT? Ricardo était à l'IFT. Aujourd'hui, il est à la primature. Il est à la primature aujourd'hui. Le Premier ministre, il est ouvert. Bon, c'est l'occasion de rappeler simplement. Peut-être que ça ne fait pas, en ce moment, c'est peut-être pas l'essentiel de ses responsabilités. Exact. Mais ce serait peut-être l'occasion de rappeler. C'est ça. Parce que lui, il est un acteur de la... Aussi longtemps que je me souviens, il a été dans le milieu. Il est là. Et à l'IFT, c'est un peu... il nous a tous donné envie d'aller regarder des concerts, à sauter, ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est l'occasion de l'encourager, de le remercier pour son apport dans ce milieu. Tout ce qu'il a fait, mais aussi vraiment... pour rappeler qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion de rappeler ce texte-là au Premier ministre pour dire on est en campagne, hein, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à la jeunesse, que ce soit le président, le Premier ministre, n'importe qui. Complètement. Les gens veulent bénéficier des conséquences de cette décision et non pas qui a pris la décision. Donc, c'est cette parenthèse-là. L'autre parenthèse qui fait un peu une transition, c'est un peu l'apport des acteurs non tchadiens. On parle toujours de l'IFT et j'utilise ce terme-là qui énerve souvent les acteurs du milieu culturel de façon générale. J'ai l'impression que le milieu culturel tchadien est sous perfusion alimentée par l'IFT. Parce que si on enlève l'IFT, je ne sais pas ce qui adviendrait de ce milieu-là. Parce que si personne, les entreprises, c'est très subjectif comment elles accompagnent les gens. Ouais. Donc, c'est des acteurs privés qui vont au gré de leurs bénéfices et de leurs intérêts. Donc, on ne peut pas compter vraiment sur eux. Le ministère, il n'y a pas assez de moyens. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est seulement l'IFT qui permet de maintenir justement le milieu, mais pas que ça, mais c'est plus important parce que ça veut dire que finalement, notre culture et sa promotion dépendent essentiellement de l'IFT. Quelle est ta réaction, ta lecture par rapport à ça? Moi, j'ai pas de réaction particulière. Tu vois, tout ce que moi je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, l'IFT est le partenaire numéro 1 du label Homeland Empire. Ça, c'est une réalité. Et dans toutes les activités aujourd'hui que l'on fait, on va dire que l'IFT est omniprésent. Le festival New School Power se déroule et s'est déroulé jusqu'à présent entre Akamod et l'IFT. Ça, c'est une réalité. Mais il y a d'autres partenaires avec qui moi je travaille aussi, qui sont Move Africa et les brasseries du Tchad. C'est vrai que ce n'est pas à la même hauteur que l'IFT, mais oui, pour te rejoindre, l'IFT est omniprésent et l'IFT fait énormément dans la culture tchadienne. Maintenant, il faudrait aussi que l'on se pose la question, pourquoi l'IFT est omniprésent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de développer et puis d'augmenter les fonds du ministère de la Culture? Pourquoi les autres ne s'intéressent pas? On a des entreprises et sociétés. Et puis, ça revient sur le premier point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la part et le rôle des institutions et
des multinationales. On a les compagnies de téléphonie mobile, on a les brasseries du Tchad. Peut-être que les autres producteurs et les autres labels ne travaillent pas avec les compagnies de téléphonie mobile. En tout cas, moi, je travaille avec Move Africa et j'en suis le digne ambassadeur. Mais à voir pourquoi l'IFT est omniprésent et pas les autres et pas le ministère de la Culture. Moi, je ne vais pas répondre à cette question et puis je pense qu'on va laisser un point d'interrogation là-dessus et puis chacun se posera la question et puis se fera son point personnel. D'accord. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire pratiquement, au-delà, effectivement, je suppose qu'il y a un aspect local et un accompagnement financier certainement dans une certaine mesure. Est-ce que pratiquement, est-ce qu'à part ces deux domaines-là, qu'est-ce que l'IFT fait au-delà de ces deux choses-là? Il y a des formations aussi. Il y a des formations, il y a des salles qui sont mises à disposition de tous les acteurs culturels. Et dernièrement, il y a un fonds qui a été créé qui s'appelle le Fonds Création Africa Tchad, qui est un fonds initié par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, ainsi que le ministère de la Culture de la France, par le biais de l'ambassade de France au Tchad et qui est géré par l'Institut français du Tchad. Donc c'est un fonds qui vient en appui aux entrepreneurs culturels tchadiens. C'est la première. Si j'ai un projet que je dépose, tu peux le déposer et tu peux être accompagné soit financièrement ou soit en termes de formation. Et c'est la première fois qu'on a un dispositif comme ça d'ailleurs au Tchad. Et donc en 2024, nous les entrepreneurs culturels tchadiens, on est plus ou moins contents parce qu'on a cette possibilité-là. Moi, j'étais dernièrement à Berlin et j'ai pris part à une conférence qui a été organisée par l'Académie pour la diplomatie culturelle. Mon voyage a été financé par ce fonds-là. Donc moi, je ne peux que dire merci et puis je ne peux que valider et approuver la démarche, en tout cas de l'IFT et puis de l'ambassade de France au Tchad. D'accord. Et en parlant de la diplomatie culturelle, qu'est-ce que c'est et comment aujourd'hui elle s'exprime dans le cadre du Tchad? Je suppose que tu es encore le seul contact. En fait, c'est simple. La diplomatie culturelle, c'est plus ou moins d'échanger, d'exporter, en tout cas, ce qui se fait d'un point de vue national, de l'exporter, et puis aussi d'adopter la culture des autres pays. Donc moi, aujourd'hui, là, je suis là parce qu'il y a un forum, il y a un focus musique qui est initié par l'Institut français de Paris. On est 18 entrepreneurs culturels africains qui sont arrivés de plusieurs pays. Et donc, on va se réunir, on va discuter, chacun va parler de ce qui se fait dans son propre pays, on va parler des artistes, on va parler de l'entrepreneuriat, et c'est tout ça la diplomatie culturelle. Mettre en avant ce qui se fait localement, et puis aussi voir et découvrir ce qui se découvre. Et puis, il y a aussi cette notion de pouvoir porter assez haut nos différents artistes. Voilà, donc c'est ça la diplomatie culturelle. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup entrer en contact avec des personnes même qui n'ont rien à voir avec la musique. C'est-à-dire, j'aime aller dans des événements où il y a des économistes, des financiers, des avocats. En fait, je ne me reste pas que limité dans mon domaine d'activité. J'aime bien aller au-delà. D'accord. Et si je te demandais quels sont, dans le cadre du Tchad, les trois, peut-être plus si tu le souhaites, partenaires dans la diplomatie culturelle tchadienne, qui sont les trois partenaires étrangers, que ce soit... Numéro 1, Institut français du Tchad. OK. Qui est-ce que je peux citer d'autres? Je pense que je vais quand même citer le ministère de la Culture. Et puis troisièmement, peut-être la coopération suisse. D'accord. Et quand je dis Institut français du Tchad, c'est pour dire Institut français du Tchad et ambassade de France au Tchad. Voilà. Donc, IFT, ministère de la Culture et puis coopération suisse. Ok. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Je pense que l'ouverture au monde est peut-être l'une des formes d'espoir qui reste à la musique ou à la culture tchadienne, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être en autarcie. Et on doit se mélanger à d'autres. C'est clairement ça. C'est de ce mélange-là que même en termes de production, ça pourrait affecter aujourd'hui. Bien sûr. J'ai entendu des sons tchadiens sur de l'amapiano. J'ai entendu de la drill. J'ai vu le petit qui a sorti un son, Lolette au gingembre. J'ai entendu ça. Je dis, mais c'est ouf, mais lui, il est ici aussi. C'est vrai. Donc, souvent... Pour moi, le genre de musique que j'aime écouter, c'est un peu ce mélange-là d'identité
Et c'est beau de voir qu'effectivement, il y a un mélange de ce qu'il y a chez nous. Peut-être que c'est la langue tchadienne qui sera utilisée sur C'est un son ça, musical c'est étranger ça, c'est ou le ça. contraire, ainsi de suite. Exact. Mon espoir, c'est qu'effectivement, on écoute un son étranger sur Sur de les la rythmes, musique tchadienne, sur ouais, un rythme bien sûr, tchadien. bien sûr. Il y a ça et à titre individuel, il y a beaucoup d'artistes qui ont des rapports même personnels. Je vois souvent Whitey avec que ce soit Tenor ou bien d'autres Complètement, personnes qui complètement. sont pas, qui sont des personnes qui humainement, c'est juste des personnes qui ont cliqué et qui se connaissent. Donc, C'est ça. pour moi, ce mélange-là, il est nécessaire Hmm. et il est encouragé. Est-ce que Homeland va, étant donné que c'est l'IFT, que l'ambassade et tout ça qui appuie beaucoup, est-ce que tu imagines un feat variété française sur une langue tchadienne Ça viendra, ou un son français avec sur du saï ou quelque chose comme ça? ça viendra. Bah, c'est ce que Tu sais, Eric, il y a une bombe à retardement dans mon label Mhm, qui s'appelle Triciana. mhm. Je l'ai signé en août 2023. On a sorti aucun son jusqu'à présent. Mais crois-moi, c'est une bombe à retardement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et on essaiera en tout cas d'arriver à ce mix-là bientôt. Voir un artiste de la variété française chanter sur le rythme peut-être rap tchadien que l'on va créer en septembre. Ça viendra. D'accord. On est pratiquement au bout de notre heure d'échange. Et donc, je voudrais juste te demander, te poser des questions qui pourraient euh, créer des problèmes, mais je vais quand même les poser. Ok. Si je te demandais de citer Ouais. un artiste, toute génération confondue du Tchad, un seul, Mhm. que tu considères comme une légende incontestable. Afrotronics. D'accord. Et si je te demandais de choisir un artiste hors de ton label ou des anciens avec qui tu as travaillé, que tu considères comme être l'avenir de la musique tchadienne, que ce soit tout genre confondu, l'artiste peut-être avec le plus fort potentiel qui pourrait incarner ce que c'est que la musique Ligui. tchadienne. D'accord. Euh, Les gars, pas de problème, hein? C'est une interview. et, si et dans le même sens, quel artiste penses-tu qu'avec un meilleur accompagnement pourrait aujourd'hui dominer même la musique africaine, qui a ce potentiel aujourd'hui, K2, avec un meilleur bien sûr. accompagnement? Bah, Non, arrête-toi. Ne parle pas. je pense que subjectivement, Ouais. il y a il y a ce sentiment qu'on a quand on voit K2, même quand il a sorti son premier son, c'est l'un des rares que tu vois et tu sens que c'est une star. Au-delà de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, on sent que c'est une star, c'est naturel, c'est inné. Et donc, on lui souhaite, et lui et son encadrement actuel, de pouvoir atteindre le succès qu'on voit et peut-être qui n'est pas encore là pleinement. Et en termes de notre identité aussi, il a un style musical qui est qu'on a peut-être du mal à voir, mais qu'on aime. Et c'est ça l'essentiel. En fait, K2 a un secret que et le public et les acteurs de l'industrie culturelle tchadienne ne savent pas, et je pense que même son équipe ne le sait pas. K2 a un côté acting que tous les autres artistes n'ont pas. C'est-à-dire que quand K2 chante un son et qu'il fait une vidéo ou un clip, quand tu regardes son visage, il incarne totalement et parfaitement ce qu'il dit. Il sait jouer le rôle, il sait représenter sa musique. Les autres artistes n'ont pas ça. Ouais, Et je ouais, pense je que pense. son équipe pourrait beaucoup miser sur ça pour le développement de sa carrière. Faut me payer, hein, les gars. Oui, j'avoue que lorsque j'ai vu la musique qu'il a fait, Tu je as vu pense le au retour teaser, d'Abéché. tu as vu le teaser qu'il a fait même sur, Kouloumidoru bien Lenaga, sûr. Et même avant ça, le Madame teaser sur Octobre. le son Binei, c'était incroyable. Voilà. Et, Ça, c'était exceptionnel.
Il y a ça, et puis il y a quoi d'autre? Il y a un son lui, c'est KNG, le renard. Hmm. Il y a un son, je ne sais pas s'il est sorti ou pas parce que je ne le trouve pas. Je veux une gomme, mango qui fait le yirikundo. Il a fait un son, juste un bout, Ok. que j'ai beaucoup aimé sur l'autre, sur TikTok. Hmm. Et puis après, j'ai pas vu le son, mais j'espère que ce son-là, il sortira. Et donc, c'est mon souhait pour ces jeunes artistes-là aujourd'hui. Hmm. Très honnêtement, pour quelqu'un qui aime juste la musique, sans être un professionnel du domaine, lorsque je vois ces jeunes artistes, ce qui m'impressionne et qui me donne de l'espoir, c'est le fait qu'ils sont complètement décomplexés. C'est vrai. Tu sens qu'ils n'ont pas envie de faire comme quelqu'un, ils font juste ce qui leur fait C'est plaisir. ça, Parce ce que qu'ils aiment, quoi. quand on entend Aïe, on se dit, mais c'est sorti d'où? Mais ça marche et c'est Ça plaît. peut-être cette liberté Hmm. que nous qui n'avons pas cette marge de liberté dans nos vies et dans différents aspects de ce que nous faisons, aimons tellement voir un jeune très libre qui fait ça et qui s'amuse et ça marche. Et C'est c'est vrai. pas que au Tchad d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui est qui est général Ça se en Afrique, développe hein, de plus en plus, quoi. où les gens se lèvent et puis avec un bout de chanson, ils peuvent déjà devenir une star avant même que C'est le ça. son ne sorte. Exactement. Et donc, pour Exact. moi, je trouve ça spécialement passionnant. Et Hmm. ça rappelle un peu que la musique, c'est pas les mots, c'est le sentiment. C'est comment les C'est gens se l'émotion. ressentent quand ils écoutent ta musique est plus important que ce que tu dis. Et je pense que le summum de cela, c'est peut-être quelqu'un comme Arafat, où Oui, oui, on après peut ça, ne pas, c'est on sait même pas ce qu'il ce dit, qu'il mais ce raconte, qu'il dit, c'est mais pas important. Mais on danse et on se rend compte c'est une autre qu'effectivement, dimension. à l'extrême, on a un Arafat parce que c'est un peu son influence qui C'est fait ça. qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il y a cet aspect-là. Hmm. Il y a aussi la qualité de production qui est indéniablement meilleure. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que ça aille dans ce sens-là. Hmm. Tout le monde Carrément. n'est pas au niveau, je l'avoue, mais on est définitivement dans la bonne direction. Donc, c'est un peu mon souhait. Hmm. Et avant qu'on ne passe à la deuxième partie et la partie finale, j'ai juste quelques questions que je vais Ok. te poser, Ok. mais c'est du tic au tac. D'accord. Je te pose des tic au tac Let's go. et on clôture notre échange avec ça. Ok. Quelle est ta chanson préférée? Ryan Leslie, Black Mozart. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De n'écouter personne et de faire ce que j'aime. Quelle est la chose que la plupart des gens ne savent pas à ton sujet? Je suis très sensible. Si tu pouvais te voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu et pourquoi? Je dirais Barack Obama pour le parcours. Quelle est la chose que tu regrettes n'avoir pas fait? De ne pas... Bon, pas question de ne pas faire, mais j'aurais aimé que mon père puisse voir ce que je suis en train de devenir. Le club, nous sommes dans le même club. Quelle est la plus grande injustice que tu penses avoir subie? Non, il n'y en a pas, Dieu fait grâce. Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais enseigner à quelqu'un? C'est que la prière est la chose la plus puissante qui puisse exister. Quelle est la chose la plus pénible qu'on t'ait dite? Que je n'irai nulle part. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans la vie? Que l'humilité, c'est la base de tout. Quelle est la décision la plus difficile que tu aies dû prendre? Me séparer d'une personne que j'aimais. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? Le savoir-vivre. Quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé? Que tout mon entourage soit heureux. Quelle est la chose que tu changerais au Tchad, en Afrique et dans le monde si tu le pouvais? Une chose au Tchad, une chose en Afrique, une chose dans le monde. Dans le monde, ce serait de bannir la faim. En Afrique, c'est de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et au Tchad, c'est que la paix soit continuelle. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton temps. Merci pour cet échange. Il a été très instructif, très intéressant. C'est un énorme plaisir pour moi que tu aies accepté d'être là
d'échanger à cœur ouvert. Et c'est un moment très agréable pour moi et je l'espère pour tous ceux qui vont nous écouter et qui Et vont pour nous moi aussi. regarder. Et donc, si tu as un dernier propos, je te laisse la parole de fin et tu dis ça et on clôturera notre échange. Surtout, merci à toi pour l'interview. Je suis arrivé sur Paris ce matin et puis là, je me retrouve là en train d'échanger avec toi. C'est vraiment cool. Merci encore à toi. Et puis, longue vie et puis force à ton média et ton podcast. Voilà, j'aime beaucoup tes initiatives. J'ai regardé quelques interviews sur YouTube, même si elles sont un peu longues, mais je les ai regardées. Et merci et puis force à toi dans tout ce que tu fais. Indirectement, tu contribues beaucoup à la culture. Même si tu n'es pas du milieu de la culture, mais tu contribues beaucoup. Merci à toi et puis à ton équipe qui t'accompagne. Shout out.